S'il se connecte pas, voilà, démarrage en cours, nickel. Voilà. Attends. Démarrage. Oh, Voilà. Bonjour tout le monde. Graziella Suto, propagatrice de bien-être pour le couple. Nous sommes en direct pour mon tout premier live YouTube. En tout cas sur ma chaîne, et je remercie Géraldine. Mais c'est moi qui te remercie, Graziella. Qui nous vient exceptionnellement de Paris pour venir faire une petite causerie avec nous jusque Liège. On est dans un cadre magnifique au bord de l'eau, avec le soleil en tout cas pour cette première. Et on avait envie de se retrouver, puisqu'on s'est déjà retrouvé une fois en direct sur Facebook, de se retrouver en vrai, voilà, et de faire un live avec vous sur la dépendance affective. Un sujet qui est très vaste, par lequel vous êtes nombreux en tout cas à nous solliciter, toutes les deux je pense. Oui, absolument. Que ce soit via les Facebook, via les réseaux sociaux, ou alors dans nos consultations lorsque l'on vous revoit. Il y a Elena qui est là derrière, on lui fait coucou parce qu'elle vient de nous faire signe qu'il fallait qu'on parle un peu plus fort. Donc on va essayer de parler un petit peu plus fort pour qu'elle nous écoute. Et je vais vous demander d'être indulgents puisque c'est notre premier live YouTube à toutes les deux, hein, et d'y aller. Alors Géraldine, ce que je te propose, c'est que tu sois mon invitée et qu'on profite de tes connaissances sur la dépendance affective pour vraiment essayer de répondre aux questions qu'on a en tout cas préparées, que les auditeurs, ceux qui nous suivent en tout cas, nous ont envoyé comme questions. Et puis de peut-être d'aller vers d'autres courants en fonction des questions, enfin de faire comme tu le sens. D'accord, voilà. Avec grand plaisir. Voilà, on va peut-être démarrer ce live en demandant, d'après toi, avec ta connaissance professionnelle et certainement personnelle, d'où vient la dépendance affective? Alors, à mon sens, et d'après ce que je constate dans l'accompagnement que je fais quotidiennement des personnes qui ont ce type de problématique, je pense que la dépendance affective provient d'un manque affectif profond, et très souvent, l'histoire de la personne nous le dit, nous le prouve. Il y a eu, à un moment donné de l'enfance ou de l'adolescence, une rupture, une cassure, un sentiment d'abandon, un sentiment d'être rejeté, un sentiment de ne pas compter, un sentiment éventuellement de ne pas être vu par le parent ou par les personnes qui sont les plus importantes et les personnes qui sont représentatives, qui sont des modèles pour l'enfant. Donc, les personnes qui souffrent de dépendance affective, lorsque je les fais travailler, je ne les fais pas travailler uniquement sur la vie passée, sur l'enfance ou l'adolescence, mais à un moment donné, on y vient de toute façon. De toute façon. Il y a eu à un moment donné, dans l'histoire de la personne, une cassure, une blessure profonde, et ensuite, dans l'historique de la personne, dans son historique d'histoire amoureuse, il va y avoir cette blessure, cette cassure qui va se répéter d'histoire en histoire. C'est-à-dire que c'est une personne éventuellement qui va se retrouver régulièrement avec un fort sentiment d'abandon, qui va peut-être réellement être abandonnée ou rejetée, ou bien elle va en permanence avoir une peur de l'abandon. Et alors cette peur de l'abandon, on en parlait encore tout à l'heure avec Elena, cette peur de l'abandon, elle amène souvent à la peur de l'engagement. Alors, cette peur de l'abandon peut s'illustrer dans ce qu'on appelle la contre-dépendance. C'est-à-dire, je vais tellement avoir peur d'être abandonnée que je vais finalement fuir toute relation. Ou bien dès que je vais rentrer en relation amoureuse avec quelqu'un, je vais très vite saboter l'histoire, ou bien faire en sorte que l'histoire ne puisse pas continuer. Ou bien je vais carrément fuir les relations affectives. Donc ça, il y a deux modes de manifestation, on va dire, de la dépendance affective. Il va y avoir la personne qui va sans arrêt avoir besoin d'être rassurée, et il va y avoir la personne qui va sans arrêt être en fuite de relations amoureuses. Je schématise, après il y a vraiment des variantes, des subtilités en fonction de la personne. Mais disons que si on veut avoir une vision claire, on peut répartir comme cela en deux catégories. Ok. Quels sont les symptômes de la dépendance affective? Comment est-ce que je peux réellement me rendre compte que je suis dans un schéma de dépendance affective?
Alors, bien souvent, les personnes pensent qu'elles sont en dépendance affective parce qu'elles sont amoureuses. J'ai envie de le voir tout le temps, donc je suis dépendante affective. Non, tu as envie de le voir tout le temps, c'est normal, c'est parce que tu es amoureuse. Merci Géraldine de nous rassurer, quoi. Donc là, pas besoin d'aller voir votre psy en lui disant j'ai un problème. Non, ça s'appelle de l'amour. Bon, il y a des chansons, la maladie d'amour, tout ça. Bon, voilà. Là où on peut commencer à s'interroger, c'est quand il y a, comme je le disais, cette peur de l'abandon. Il ne m'appelle pas comme d'habitude à telle ou telle heure, je n'ai pas le texto auquel j'ai l'habitude, et donc j'imagine qu'il se désintéresse de moi, je suis inquiète, que fait-il, peut-être va-t-il m'abandonner, et donc je vais commencer à envoyer des textos, à téléphoner, à envoyer des mails, à essayer d'aller le voir, d'aller dans son quartier dans lequel il à chercher le contact à tout prix. Voilà, à chercher le contact à tout prix. Donc il y a l'angoisse d'abandon, il y a de l'angoisse de toute façon. Ça, c'est vraiment typique de la dépendance affective. Et c'est aussi l'impossibilité de pouvoir faire des choses toute seule ou tout seul. C'est dépendre de l'amour de l'autre pour pouvoir exister. C'est intéressant que tu dis tout seul ou toute seule, parce que souvent on a tendance de mettre la dépendance affective sur les femmes. Est-ce que dans ta pratique, je sais que tu travailles beaucoup plus avec les femmes que les hommes, mais est-ce qu'il y a autant de dépendants affectifs hommes que femmes? Est-ce que c'est vraiment une symptomatique de la femme? Moi j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes. Et si il y a des hommes, ça peut être caché sous la forme de la contre-dépendance par exemple. Ou bien ils vont manager et gérer différemment leurs angoisses. Donc ils vont plus cacher, en tout cas les symptômes seront moins visibles. Absolument, absolument. Ça va se manifester différemment. Okay. Est-ce que tu penses que c'est parce que ça vient de l'éducation qu'ils ont reçue et que c'est pas bien de montrer qu'on est dépendant de sa compagne, de son amoureuse? Oui, il y a cette fameuse culture de l'homme n'exprime pas ses émotions, l'homme ne doit pas dire qu'il a peur d'être abandonné, l'homme ne doit pas pleurer. Bon, alors ça commence à changer. Il y a vraiment en ce moment une révolution à ce niveau-là, et les hommes commencent à assumer de plus en plus et revendiquent même être des êtres d'émotion. Mais je pense qu'en effet, ça vient de la façon dont l'homme a appris à gérer ses émotions. C'est ça, exactement. Ok. Et comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Est-ce qu'on peut sortir de la dépendance? Ah oui, heureusement. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Heureusement, les personnes que j'accompagne, que tu accompagnes aussi, s'en sortent. Il est indispensable de pouvoir faire un travail sur soi, ça c'est indéniable. D'oser se poser les bonnes questions, de ne pas se culpabiliser, de se dire bon, voilà, j'ai cette problématique-là, je vais aller consulter un thérapeute pour régler ce problème. Déjà, dans un premier temps, ne plus avoir d'angoisse, c'est l'abandon. En tout cas, en avoir de moins en moins. Et du coup, je vais modifier ma relation avec l'autre. Moins j'ai d'angoisse, mieux je peux être dans une communication plus saine, avoir des demandes plus justes. Voilà. Ça demande quand même du temps, mais c'est un investissement pour soi, et c'est le premier acte d'amour qu'on peut faire pour soi. Parce que le problème de la dépendance affective, c'est fondamentalement un non-amour de soi, une non-estime de soi, une non-valorisation de soi. Et parfois, c'est comme tu le disais, c'est de ne pas culpabiliser, de prendre le temps, en tout cas d'accepter parfois qu'il faut plusieurs relations, plusieurs histoires, avant vraiment de pouvoir sortir de la dépendance affective. Et ça, c'est très bien, comme il faut parfois, malheureusement, beaucoup d'histoires pour se rendre compte qu'on est dépendant affectif aussi. Oui, c'est très difficile pour les gens de se dire que ce qu'ils vivent dans leurs histoires d'amour sont une opportunité d'évolution, une opportunité de prise de conscience, un apprentissage, une découverte sur eux-mêmes. Ça, c'est le plus difficile parce qu'on a tendance à vouloir sublimer l'histoire que l'on vit. L'histoire que l'on vit là, maintenant, on veut penser que c'est the histoire, alors que peut-être
qu'il s'agit d'une histoire de transition. C'est ça. C'est ce que j'appelle moi les histoires qui nous permettent de grandir et d'avancer et de se dire ben voilà, je suis pas encore arrivée là où je voudrais arriver, mais en tout cas j'ai fait du chemin et c'est important de prendre conscience de ce chemin et de ne pas jeter toute l'histoire à la poubelle parce qu'elle nous aura aidé à avancer. Absolument. Voilà. Absolument. Et ça c'est un beau cadeau qu'on laisse à l'histoire qu'on laisse derrière nous. Une autre question qui était venue, c'est comment apprendre à m'aimer. Je dirais que c'est le travail de toute une vie. Ça, c'est la moins bonne nouvelle. Si, ça peut être une bonne nouvelle, parce que qu'est-ce qu'on apprend? C'est comment dire, c'est en travaillant sur comment m'apprendre à m'aimer, même si c'est un travail de toute une vie, je m'offre la possibilité de me faire des cadeaux chaque jour. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Me faire des cadeaux chaque jour en découvrant encore un peu plus à quel point je ne m'aime pas, à quel point je ne me respecte pas, à quel point je m'oublie, à quel point je me suradapte. C'est ça. Ouais. Et si chaque jour je corrige un petit peu plus cela, je contribue à un processus d'amour de moi-même qui n'est pas quelque chose d'égocentrique, mais qui est une réconciliation et qui permet d'être en paix avec soi. Je disais, moi, c'était pas une bonne nouvelle, ça veut dire que certains pensent qu'il suffit de faire un travail sur soi pour apprendre à s'aimer, puis une fois qu'on a fait ce travail, c'est ok, on est tranquille. C'est de se dire, ben non, c'est toute sa vie, comme tu le disais tout à l'heure, et que ce travail va se faire et qu'on va grandir dans l'amour de soi à certains moments, plus qu'à d'autres. Et je pense que beaucoup de personnes ont à apprendre ou à découvrir à quel point le travail sur soi peut être vécu comme quelque chose de ludique. Et si je prenais ma thérapie, mon coaching, mon travail sur soi, quel que soit le mot qu'on va mettre là-dessus, si je le prenais comme un jeu, un challenge, une opportunité d'être plus éveillé, plus sage. Je prends souvent le thème en disant c'est une vraie compétence qu'il faut développer et pour que ça devienne vraiment une excellence, pour qu'on puisse vraiment s'aimer, ça demande de l'apprentissage régulier et que si on n'utilise pas ce comportement de manière régulière, il s'oublie. Donc c'est important d'avoir en conscience systématiquement cette compétence à développer pour vraiment exceller dans l'amour qu'on a pour soi. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que c'est vraiment un processus de vie, mais comme tu le disais, qui peut être bien vécu, puisqu'au bout du compte, on en sort grandi. Après, le tout, c'est de prendre conscience qu'on est effectivement dans ce chemin et qu'on a grandi. Parce que souvent, beaucoup de patients, j'ai l'occasion de le voir de manière régulière, disent, mais en fait, cette histoire se termine, c'est de nouveau un gâchis, c'est de nouveau un échec. Et dire souvent, je prends souvent ce travail avec eux en disant, mais l'histoire précédente, vous en étiez là, celle-ci, vous avez encore avancé un petit peu, donc c'est bien, c'est de valoriser effectivement le travail qui a été fait, même s'il est encore dans la souffrance et dans la douleur aujourd'hui. Je vois ça, ce que tu viens de dire, exactement comme un escalier. Je ne peux pas franchir la marche suivante sans avoir posé le pied sur la marche précédente. Et donc j'ai beaucoup de gratitude pour cette marche précédente, parce que sans elle, je n'aurais pas pu atteindre la marche suivante. Exactement. Et ça, c'est une ascension. Oui, voilà. C'est vraiment important de prendre conscience de ça. Une autre question, c'est comment faire la différence entre de l'amour, tu le disais tout à l'heure, et de la dépendance affective. Souvent, moi j'aime bien l'utiliser ce mot en disant au début, on est dans des prémices, dans de la découverte, dans de la passion, et je m'attelle souvent à dire, même si ça heurte beaucoup, que c'est pas spécialement de l'amour encore à ce moment-là, et que l'amour c'est vraiment quelque chose qui se construit, un peu comme nos amis québécois disent que c'est tomber en amour, c'est une décision de tomber amoureux de l'autre. Comment est-ce que dès le départ on peut se rendre compte que c'est de l'amour, des vrais sentiments, parce que j'ai envie de le voir, et que c'est pas de la dépendance. Alors j'aurais envie même de complexifier la chose en disant comment est-ce que je sais que c'est de l'amour et pas de la dépendance affective, et comment je sais que c'est de l'amour et pas uniquement du désir de l'inconnu. Elle va encore plus loin que moi, quoi. Ça c'est bien. Du coup les gens seront plus indulgents avec moi. Merci Géraldine. Parce qu'il y a cette sorte d'attrait de l'inconnu quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas et on flash dessus, il est beau, elle est belle, voilà,
Elle, oui, il a plein de qualités, mais qu'est-ce que j'aime? En fait, je suis attirée par cette image. L'amour, c'est quand j'aime véritablement cette personne, avec cette personnalité, son histoire, pour ce qu'elle est. Exactement. Avec ses défauts et ses qualités. Avec ses défauts et ses qualités. Et la dépendance, c'est quand je vais vouloir contrôler la relation, contrôler la personne, et quand cette personne va être, et la relation amoureuse va être ma drogue. C'est-à-dire que je n'existe pas sans amour. Et donc j'ai décidé que ce serait Pierre, Paul, Bernadette. Donc je vais projeter ce manque d'amour sur une personne, et cette personne va devenir mon sujet de focalisation, qui est censé m'apporter tout l'amour qui me manque depuis certainement l'enfance, l'adolescence, etc. Qui va combler tout mon mal-être. Et qui va combler tout mon mal-être. Et souvent, je dis qu'on ne peut pas combler le mal-être de l'autre, qu'on est seul à pouvoir y travailler, et que l'être à côté duquel on vit, en tout cas avec lequel on partage ses sentiments, est un plus, est un accompagnement, mais c'est pas au travers de lui, effectivement, qu'on se répare. Et ça, c'est important. Absolument. Absolument. Parce que sinon, on va investir l'autre du rôle de sauveur. Tu vas me sauver, tu vas me réparer, tu vas panser mes blessures. Certes, son amour va apporter quelque chose qui va m'aider dans mon travail. Ouais. Ça c'est différent. Oui. C'est la différence entre j'ai besoin de te voir ou j'ai envie de te voir. Exactement. Voilà. Et du coup, si j'ai envie, ça part d'un sentiment plus sain que si j'ai vraiment besoin de te voir et de savoir Souvent, je dis aux personnes qui viennent consulter, quand elles disent, vous savez, je l'aime, quoi, c'est l'homme ou la femme de ma vie, je peux pas faire sans lui ou sans elle. Je dis, qu'est-ce que vous aimez chez cette personne? Et là, souvent, il y a un bleu. En tout cas, sur le dépendant affectif, c'est difficile de dire c'est telle qualité ou c'est tel défaut qui m'apporte. C'est vraiment difficile de donner un vrai sens, une vraie définition de ce pourquoi j'aime l'autre. Oui, c'est bien là qu'à ce moment-là, cette réaction, cette non-réponse, c'est l'illustration de, en fait, je projette sur l'autre ce dont j'ai besoin et j'attends que cet autre vienne combler mon besoin. Et parfois, il y a des personnes qui pensent être dépendantes affectives et qui ne le sont pas parce que le partenaire ou la partenaire va les mettre dans une posture de manque. Ça, c'est encore une autre... Est-ce que pour toi, un dépendant affectif va trouver un autre dépendant affectif, ou est-ce qu'un dépendant affectif peut être avec un autre dépendant? Alors, il y a différentes combinaisons. Le dépendant affectif qui va trouver une dépendante affective, c'est formidable. Parce que du coup, ils vont pouvoir se rassurer l'un l'autre, ils vont bien comprendre, pouvoir se voir tout le temps, voilà, se téléphoner et puis comprendre l'angoisse. C'est ça. Malheureusement, bien souvent, le ou la dépendante affective va rencontrer des personnes qui seront soit dans une ambivalence, soit dans une contre-dépendance, soit dans une forme de narcissisme pervers, bref, des personnes qui leur échappent. Pour vraiment aller confronter ce besoin et à la limite d'être abandonné. Exactement. Et de répéter les histoires et le schéma. Exactement. Et là, on est dans le schéma répétitif, qui est en fait une façon inconsciente de s'interpeller pour pouvoir régler un problème qui est criant en soi. Une autre question qui nous avait été déposée, c'est comment ne plus retomber dans les schémas de dépendance affective. Donc j'en ai conscience, je travaille sur moi. Est-ce qu'on ne risque pas d'être trop attentif lorsqu'on rencontre une personne suivante, ou on ne risque pas, comme tu disais tout à l'heure, de se saboter en devenant contre-dépendant? Ça fait partie de l'apprentissage. La peur fait partie du processus, donc ça se travaille. Petit à petit, on a de moins en moins peur. Cette peur, elle vient aussi d'un manque de confiance en soi, d'une hyper-exigence vis-à-vis de soi-même, d'une forme de culpabilité. Après, il peut y avoir aussi, en effet, une forme d'hyper-tension pourvu que celui-là ne soit pas encore avec la même personnalité que la dernière fois.
dans ces cas-là, je dis aux personnes, expérimentez et vous allez voir, c'est de toute façon différent à partir du moment où vous êtes dans votre processus de thérapie. À partir du moment où il y a cette prise de conscience, c'est de toute façon différent. Et j'aime bien ce que tu dis souvent, je dis toujours, est-ce que je sais si avec lui ça va aller ou avec elle ça va aller? Je dis toujours qu'on ne le sait que quand on est dans l'action. Donc allez dans l'histoire, allez dans cette relation, prenez ce qu'il y a à apprendre, profitez, parce que cette histoire vous aidera à grandir, même si, comme tu le disais, c'est une étape, c'est une marche sur notre fameuse escalier. Ah, tout à fait. N'ayez pas peur de vivre. Je vois tellement de gens qui ont peur de vivre parce qu'ils ont peur de souffrir. Mais de toute façon, on est dedans, on vit. Donc, autant y aller. On va souffrir, mais au moins on vit. Oui, je comprends ce que tu dis, mais à un certain moment, en tout cas, je me rappelle, moi, à un certain moment de ma vie, c'était compliqué de penser comme ça. Moi aussi. Voilà. Donc on vous donne plein de conseils, hein, des conseils professionnels, mais aussi des conseils personnels, parce que nous avons aussi vécu cette dépendance affective. Sinon, comment en parler aussi bien? Voilà, et ça se soigne, et on peut être vigilante, et on peut progresser, on peut grandir au niveau de cette dépendance. Mon prof qui est Yvon Dallaire, qui est ce fameux grand Québécois que je vénère et que j'admire vraiment beaucoup, disait toujours, à l'époque quand je lui demandais comment aller vers les autres, comment ne pas avoir peur, il me répondait, ben, tu sais, le jour où on te dit non, c'est pas grave, ta vie ne change pas. Par contre, le jour où l'autre te dira oui, là commence réellement à avoir peur. Et cette phrase m'a vraiment marquée, m'a vraiment permis d'aller dans de belles relations, en tout cas après. Voilà, donc c'est de ne pas avoir peur de vivre, de ne pas avoir peur d'aimer, de se protéger un minimum quand même, parce que c'est vrai que lorsqu'on se fait mal tout le temps, il ne faut pas être sado non plus. Oui, quand je dis vivez, n'ayez pas peur de vivre, bien entendu qu'il y a des personnes qui vont être dans cet extrême qui est de l'ordre de l'autodestruction, c'est-à-dire trop de vie peut devenir destructeur. Et c'est là qu'on revient à la notion d'amour de soi, de connaissance de soi, de penser à soi, de savoir se protéger, mais en même temps d'être dans le mouvement de la vie. C'est toujours finalement ce juste équilibre. Et alors on peut peut-être faire référence à l'émission live qu'on avait fait sur Facebook il y a quelques semaines, au mois de juin, où on parlait des schémas répétitifs, effectivement. Ça donne un lien avec la dépendance affective dont on vient de parler aujourd'hui. Oui, tout à fait. Un petit mot pour conclure, Géraldine? Oh bah c'était ma conclusion concernant la vie. Oui, oser aimer, oser vivre et penser à vous dans le sens non égotique, mais soyez généreux avec vous-même. Et moi je conclurai en disant, je rejoins ce que disait Géraldine, c'est penser à vous, c'est important, faites des choses qui vous respectent. Et ça c'est vraiment une notion qui est importante dans les relations avec l'autre, et toujours effectivement voir quelles sont les émotions qui sont connectées quand je rencontre quelqu'un, quand je suis dans une souffrance dans ma relation, et de voir ce que ça stimule effectivement chez nous. Vivez pleinement vos amours, soyez le plus souvent, le plus longtemps amoureux, on va dire ça comme ça, parce que la vie vaut la peine d'être vécue, en tout cas en amour, parce qu'on n'est pas fait pour être seul. Absolument. Voilà. On vous embrasse. Oui. On vous remercie pour ce premier live YouTube, en tout cas pour moi. Je te remercie Géraldine vraiment pour cette chouette collaboration qui fait que grandir, qui est partie d'un échange virtuel, comme je le disais tout à l'heure, pour arriver aujourd'hui, quelques mois après, une belle réalisation et concrétisation. Et on peut avoir des coups de foudre amoureux et des coups de foudre dans l'amitié. Absolument. Et en tout cas, je sens les prémices. Tout à fait. Je suis très 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 heureuse de partager ce moment avec toi et avec vous. Voilà, un énorme merci. Merci à vous de nous suivre toutes les deux, car nous sommes fort actifs sur les réseaux sociaux. Parce que sans vous, ça n'aurait pas le même sens. Et autant on peut donner, que ce soit via les réseaux sociaux, via nos consultations, autant vous nous donnez beaucoup. Et à vos côtés, on grandit au quotidien tous les jours. Donc merci. Profitez de ce beau soleil qui est présent, en tout cas chez nous en Belgique. Et on vous embrasse et on retrouve nos participantes ce soir, parce que pour nous c'est pas fini. Et non, la soirée ne fait que commencer. Voilà, on repart vers une causerie spéciale autour d'un bon repas ce soir, d'ici une petite heure. Et voilà, on vous retrouve bientôt. Et comme j'ai l'habitude de dire souvent, quand vous fassiez, soyez le plus heureux possible dans vos vies, aimez, car c'est le plus important. Au revoir tout le monde.
ici au point noir. Ah merde. Voilà, je vous reviens parce que je pense que je me suis trompée.